Nous nous sommes mariés le 16 juillet 1956 et nous avons eu les plus belles photos de mariage que j'ai jamais vues. J'ai toujours un peu pitié des photos de mariage depuis lors, sauf des miennes. C'est Doisneau qui les a prises. Il n'y avait pas plus charmant, plus courtois et plus modeste que cet homme. Tous les amis de René, ceux qu'il appelait ses cardiaques, étaient là, sauf Georges. Dommage, sur de si belles photos. Il avait délégué Pupchen, c'était sa compagne. Elle est au 2e rang et elle sourit. Je ne crois pas que ce soit parce qu'il était contre l'institution, Georges, quoi qu'il en ait dit. Je l'ai vu assister à nombre de baptêmes ou communions solennelles. Mais je crois qu'il était suffisamment amical pour ne pas voler la vedette aux mariés, ce qu'il n'aurait sans doute pas manqué de faire. Ça, c'est de ta plume, Agathe. C'est un livre qui s'appelle Brassens, des souvenirs trop beaux pour moi, où l'on voit Agathe. Tu avais quel âge là? 20 ans. 20 ans, donc c'est 4 ans après. 4 ans après. Voilà. Fallet Brassens, ils se sont connus comment? René a écrit à Brassens qui passait aux Trois Baudets. Il lui a écrit une lettre tout à fait modeste d'ailleurs, où il ne le tutoyait pas, contrairement à tous les gens qui lui écrivaient. Et il a envoyé son papier du Canard enchaîné, qui était un très très beau papier que tu peux lire d'ailleurs. Je crois qu'il est dans le livre. Il est dans le livre, oui. Donc c'est en fait une démarche un papier formidable que tout le monde a repris. C'était un très bon journaliste, René. Pardon, je parle à mon compagnon. Je voudrais vous parler à vous. Excusez-moi. Et ce papier dans le Canard. Tous les gens qui ont parlé de Brassens ont repris ce papier qui est formidable. Tu veux que je le lise? Non. Non. Pourtant, ça m'aurait bien plu. On verra. Et donc, toi, tu t'es marié à 16 ans? Non, à 17 ans? 17 ans. Il ne faut pas exagérer non plus. J'avais quand même mon baccalauréat. Alors, lui, il n'était pas précoce pour se marier. Ben non. Mais par contre, il a été précoce en écriture. Ah oui. Il a écrit son premier roman à 19 ans. Qui s'appelle Banlieue Sud-Est. Ouais. Et mais avant, il avait écrit des poèmes qu'il avait envoyés à Blaise Cendrars. Blaise Cendrars, qui est bien oublié aujourd'hui. Personne ne parle de Blaise Cendrars. C'est vrai qu'il y aura de moins en moins de gens qui ont connu Brassens, mais alors des gens qui ont connu Blaise Cendrars, il n'y en a plus beaucoup, il n'y a vraiment plus du tout. Et moi, j'ai eu la chance de le connaître et d'aller chez lui. René, il fallait aller chez lui? Oui, bien sûr, il allait le voir régulièrement. Et j'ai eu la chance de mettre ma main sous la manche vide de Cendrars. C'était un homme merveilleux. Je peux parler éventuellement de la prose du Transsibérien et de la petite Jeanne de France, que j'adore, et de tous les romans qu'il a écrits. Oui. Ils se connaissaient avant que tu ne connaisses intimement René Fallet. Leur rencontre date de quand? René avait envoyé des poèmes, un petit recueil de poèmes à Blaise Cendrars qui lui a répondu et qui l'a invité à venir le voir à Aix-en-Provence où habitait Cendrars tout de suite après la guerre. Mais je reviens à Brassens. Ils se sont connus à quelle époque? C'était juste après la guerre? Dans les années 50? Brassens et René? Ah non, c'était en 53. Oui, fin 52, début 53. Et là, c'était tout de suite après la guerre, oui. C'est Georges Brassens, comment dire, c'est toujours René pour Brassens, René Fallet était le premier lecteur et auditeur. Plutôt auditeur, comment ça se passait? Oui, il lui chantait toujours ses chansons. Parle plus fort. Il lui chantait. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? C'est parce que ça te filme. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord. Non, j'ai cru que c'était un micro. Non, oui, je parle peut-être pas assez fort. Tu me disais quoi? Oui, c'était son premier lecteur, premier auditeur. Oui, parce que Brassens disait, je te l'ai fait écouter à toi parce que tu n'y connais rien. donc, tu feras comme le public, tu diras si ça plaît ou si ça plaît pas.
Comme ça, il avait un avis éclairé sur son futur public, puisqu'il prétendait que le succès de ses chansons, c'était un malentendu. Mais il n'avait pas toujours tort, d'ailleurs. C'est souvent un malentendu, le succès de ses chansons. Et sur les pochettes des disques, vous vous souvenez, qui étaient en simili-bois, là, au dos, c'était toujours un texte de René Fallet. Quasiment toujours. Il y a eu toute une série de 33 tours qui sont sortis avec des textes de René Fallet, oui. Restons avec Brassens. Ce livre est très bien. Tu ne vas pas dire qu'il... C'est pas moi qui l'ai publié. Ah non, c'est pas toi qui l'as publié. Voilà. Et on parlait d'écriture. C'est ton premier livre, en fait. C'est le seul. Non seulement c'est le premier, mais c'est le dernier. Oui, mais moi, je t'ai fait écrire. On a édité un livre ensemble dont on va parler tout à l'heure. Tu m'as fait sais écrire. Faire. Tu sais faire. Mais non, je ne sais pas faire. Bon, alors on va voir. Il suffit de lire un peu pour être conscient qu'on n'est pas doué pour écrire. Voilà, essaye de lire un peu fort ça. Tu commences là et tu vas jusque musical. En avril, Georges nous demanda de l'accompagner pour la rejoindre. Ah, il est question de Jeanne. Jeanne était partie en Bretagne. Alors dis-nous qui est Jeanne. Jeanne, c'était la bonne hôtesse dont parle Georges, c'est-à-dire la personne qui l'a hébergée quand il n'avait pas d'argent du tout. Elle n'en avait pas beaucoup plus, mais enfin elle partageait. Donc Jeanne était bretonne et elle partait tous les étés en Bretagne. En avril, Georges nous demanda de l'accompagner pour la rejoindre quelques jours. J'ai adoré le voyage en déesse à côté de lui. Ouais, il m'avait installé à côté de lui. Si quelqu'un a lu les mythologies de Roland Barthes, il a acquis une idée de ce que pouvait représenter cette Citroën. En fait, comme les enfants, j'étais affreusement malade à l'arrière de cette magnifique voiture. Et Georges, qui aimait voyager d'une seule traite, craignait les arrêts pour mal au cœur. J'admets que j'en remettais un peu sur la nausée. Mais c'était si bon d'être là et de vider la pipe fumée dans le cendrier avec le cure-pipe et de tasser du tabac frais dans le fourneau. Je me sentais comme l'enfant de mon propre mariage. Et je repense avec émotion à ces moments où entre les deux copains, j'avais une place unique et privilégiée. Il était si rassurant, Georges. Je me sentais là à l'abri des difficultés. Auprès de cet homme, pour moi énigmatique, la vie devenait simple, à l'opposé de la tablature qui était la sienne. Les hommes bavardaient, fumaient, les vitres ouvertes laissaient entrer l'air frais, histoire d'évacuer l'asphyxie des pipes et des cigarettes. Georges s'éclaircissait la gorge bruyamment, couvrant le bruit du moteur, comme à la maison il couvrait le bruit des conversations. Mais le plus souvent, il chantait, ou plus exactement, il cherchait des musiques, les lèvres fermées sur la pipe, et toujours, lorsqu'il récitait des vers, il battait la mesure. Et là, c'était sur le volant. Quel plaisir de partager cette sorte de rêverie musicale. C'est bien écrit, qu'est-ce que tu en penses, Jean-Roland? Il va pas dire le contraire, il s'en fiche. Non, c'est vraiment un joli livre. Alors, il y a plein de documents, il y a plein de photos. Ça, c'est une très belle photo, notamment Brassens Fallet. Alors, Fallet, il est né en 1927. On se disait tout à l'heure qu'il aurait bientôt 100 ans. Si, mais il est mort à moins de 60 ans. Hein. Il avait 5 ans. Oui, il avait 55 ans et demi, exactement. Il est mort en 83. Oui, 25 juillet 1983. Voilà. Vous connaissez à l'hôpital Cochin. Ceux qui ne connaissent pas René Fallet connaissent parfois des films qui ont été tirés de ses œuvres. Il y a eu beaucoup de films, notamment La soupe aux choux, qu'il faut lire, qui est un livre magnifique et qui commence par... Tu parles de la soupe aux choux? La soupe aux choux, elle commence Au par... village, il n'y avait plus rien. Au village sans prétention. Au village, virgule, sans prétention, tu vois, virgule, il n'y avait plus rien. Le cuir du boulanger ne cuisait plus qu'au cimetière, etc. Oh, tu sais ça par cœur, oui. Moi je ne sais pas. Mais c'est formidable, Et c'est une campagne qui s'éteint. Et c'est juste un peu après qu'il a publié un autre livre, La soupe aux choux. C'est un de ses derniers livres, en fait. Hein. Pas tout à fait, mais pas loin. Non. Avant, il a publié Le braconnier de Dieu.
Et c'est Brassens qui avait une préface qu'on va lire. Tu l'as là ou tu l'as là? Mais là, il y a ses fautes d'orthographe. Il avait une orthographe incroyable, il ne met pas les accents. Non, c'est vrai, Ouais. quelquefois c'est Ouais. difficile à lire. Écrivain gaulois évolué, Fallet n'a même plus peur que le ciel lui tombe sur la tête. Le ciel, grâce au frère Grégoire, il l'a mis de son côté, du côté des rieurs. Ce trappiste à bonne tête de Bourville, La Fontaine et Marcel Aimé l'auraient aimé comme un frère. Quand il braconne dans les prés de Dieu, il ne ferait pas de mal à une fleur, tout juste à une chopine ou deux qu'il siffle, ou à une fesse ou deux qu'il pince. On ne saurait être plus français que ce livre. Le mot n'est pas toujours péjoratif. J'aime la langue et le palais de ce braconnier des belles lettres. Bon, il ne s'est pas trop cassé la tête quand même. C'est méchant. Il détestait faire des préfaces et on lui en demandait tout le temps. Alors, dans l'œuvre de René Fallet, il y a deux veines. Est-ce que tu aimes qu'on dise ça? Une veine Ça m'est whisky. égal, c'est lui qui l'a Ce sont inventé. ces livres d'amour, dont le dernier, Langevin. Ces livres d'amour finissent toujours mal. Le seul amour qui n'est pas fini mal, c'est avec toi, en fait. Oui, mais il ne l'a jamais écrit. C'est pour ça que ça finit. Et Oh, moi- ça finit pas très bien non plus. Hein. Moi, j'étais jeune journaliste à l'époque, j'avais fait un reportage sur lui. Il était en train de finir d'écrire Langevin. Oh là Il me là, dit, il était tu vas très voir ce que malade. je vais lui mettre. Tu vas voir. Parce qu'il s'était fait congédier, visiblement. Faut dire qu'on parle beaucoup des jeunes femmes qui se font violer aux quatre coins d'un tournage de film d'une maison d'édition, mais on parle peu des filles qui écrivent. Il y a des filles à écrivains comme il y a des filles à soldats. René recevait tous les jours des croque-monsieur, carrément, de lettres d'admiratrices. C'est drôle d'ailleurs, parce que c'est rare pour un écrivain, moi je pensais. Vous recevez aussi des lettres d'amour? Des Ça, croque-monsieur. elles ont tort, les filles, elles ne savent plus lire. Et des croque-monsieur, ben, tu dis? moi j'appelle ça des croque-monsieur, Ah oui. parce que donc avec une de ces anciennes amoureuses que j'aimais beaucoup, avec qui je suis devenue très copine, on s'amusait à aller cacheter les croque-monsieur avant qu'il arrive, parce que comme le matin il descendait au bistrot, nous on avait tout notre temps et que le courrier passait de bonne heure, c'est plus le cas maintenant. Donc on lisait les croque-monsieur avant lui. C'était assez marrant. Alors, les filles, elles sont bizarres quand même. Elles viennent se plaindre maintenant, mais franchement, moi j'en ai eu qui ont dormi sur mon palier. C'est dire quand même. vous, Et Jean après, Rollin, ça sans vous a- doute, elles se seraient plaintes Le qu'on métier leur mettait espère, la main aux fesses. Bah oui, c'est quoi ce travail? Ben oui. Voilà. Et Donc, alors? qu'est-ce que tu voulais me demander alors? Ne te fâche pas. Non, je ne me fâche pas. Non, Le non. braconnier, donc j'ai dit que c'était en 73. Fallet, il a 47 ans. Et on est en 69 dans le bouquin. Vous allez comprendre pourquoi. Le début du livre, l'incipit, comme le disent les professeurs, c'est très bien. C'est formidable même. Ce fut en allant voter Pompidou que frère Grégoire rencontra le péché. Paradoxe des paradoxes, le suffrage universel chassa le saint homme du royaume des élus, l'immola sur les autels de la démocratie. Frère Grégoire était l'un des 80 trappistes de l'abbaye de Notre-Dame de Céphon, sise non loin de Dompierre-sur-Bèbre, allié. Sous la houlette paterne du père abbé Don Chrysostome, il coulait depuis plus de 5 lustres une existence pieuse et rustique, rythmée par le doux son des cloches et le lent déroulement des saisons. L'âme de frère Grégoire ne se penchait jamais à la portière, le ciel l'attendait à bras ouverts, c'était compté sans les présidentielles. Sur le chemin de Diou, la petite ville où les bons religieux se rendaient aux urnes, frère Grégoire s'écarta du chemin de Damas. Ce 1er juin, pourtant, aucune menace ne semblait flotter dans un ciel bleu que ne traversait aucune boule de feu. L'alouette batifolait, l'enfant gueulait dans les bras de sa mère, les sauterelles sautaient dans les prés, les puces piquaient les chiens, tout était en ordre. Frère Grégoire et ses pères louaient le Seigneur pour la belle journée qu'il offrait au monde dans une de ces crises de générosité dont il était coutumier.
faut dire que c'est quand même bien écrit. Hein. Non? C'est génial. Ah, c'est C'est formidable. incroyable. Il démarrait toujours ses bouquins d'une façon extraordinaire. On va vous amuser. Quand le livre sort, Ah, ben, j'y vais, moi aussi. son éditeur de Noël reçoit une lettre du Père Abbé, qu'on vient de citer. Alors, je ne vais pas tout la lire. Ah, tu ne savais pas. Ça pose des problèmes. L'intrigue purement fictive de ce roman a pour cadre, dans sa première partie, le monastère même de Céphon, expressément mentionné sous son vrai nom. Vous avez entendu? L'abbaye de Céphon, sept fontaines. Que la vie des moines y soit décrite de façon plus que fantaisiste et qu'un de mes prédécesseurs désigné nominativement Don Marie Godefroy y est mis en scène sous un jour qui ne correspond pas à sa personnalité. Ça, j'adore. Sentiment, estimant que le public qui lira cet ouvrage ne peut manquer de se faire une idée inexacte de la vie réelle du monastère dont j'ai la responsabilité, je proteste contre l'utilisation des noms propres de l'abbaye et de Don Godefroy et vous demande de faire procéder à leur suppression. Je crois être dans mon droit, car il n'est pas licite à un romancier de mettre en scène dans son ouvrage, sous leur prénom, une personne physique ou une personne morale, telle qu'un monastère réellement existant. Bon, je ne vous ai pas tout lu, mais voilà. Et puis après, il y a René qui prend sa plume. La réponse est formidable. Monsieur, donc on est en 73, le 23 mars. Mon éditeur me communique aujourd'hui votre lettre du 20 mars courant, ayant trait à mon roman Le braconnier de Dieu. Dois-je vous avouer qu'en tant que Bourbonnais d'origine, je ne m'attendais pas à votre réaction. Céphon faisait pour moi partie du patrimoine de ma province, et après avoir souvent pêché, entre parenthèses, à la ligne, avec un accent circonflexe, sous ces murs, j'avais été ravi de visiter l'abbaye en 1969. Quand même. Je me doute que vous ne cherchiez aucune publicité, que vous ne recherchiez aucune publicité, mais je ne pensais pas mériter, en narrant une histoire purement fictive, votre propre. Quant à Don Marie Godefroy, je n'en parle qu'en 3 lignes, le peignant sous les traits d'un brave homme, ce qui vous déplaît et me paraît outrancier. Il n'y a dans cette œuvre aucune attaque contre la vie monastique que je respecte. Tu vois ? Oui. Ni la critique, ni mes lecteurs ne m'ont fait ce grief. Je pourrais déplorer, monsieur, et votre intolérance et votre manque de sens de l'humour. Je n'en ferai rien. Je laisse, moi, le droit à vous de voir midi ou Dieu à leur porte, le matin. Quoi qu'il en soit, serez-vous satisfait si dans une prochaine édition, j'appelle Céphon Siphon et Don Marie Godefroy, Don Marie Poulidor. Vous avez compris que René Fallet buvait pas mal et qu'il aimait beaucoup le vélo. Voilà. Il y avait une course qu'il a contribué à créer, dont le vainqueur était le dernier, c'était toujours lui. Faites-moi le savoir et je vous accorderai bien volontiers cette satisfaction. Je vous passe la fin. Et là, le père abbé répond, direct à lui, « Monsieur, je crois qu'il vaut mieux en rester là de notre correspondance au sujet de votre livre, Le braconnier de Dieu. Je veux bien admettre que je n'ai pas saisi tout l'humour dont il serait porteur. Il est aussi clair que vous n'avez pas compris le sens de ma lettre, dont l'objet me semblait plus que raisonnable. » Et il lui dit, « Je ne veux plus avoir affaire à vous, au revoir, et je vous attaque plus. » Voilà. Raconte peut-être l'histoire du braconnier. Donc, j'avais des cousins qui tenaient une ferme-école à Vaumar. C'est un petit village entre Jaligny et Dampierre-sur-Bèbre où était Céphon. Et parmi les élèves, des élèves pour l'agriculture, il y avait un moine défroqué et il y avait un vicomte, dont je ne citerai pas son nom. Charitablement. Et évidemment, il y avait 25 personnes qui apprenaient l'agriculture avec ce mien cousin qui était une personne extrêmement drôle et qui adorait ce métier. Et donc, nous avons souvent dîné dans cette ferme où
La cuisine était absolument délicieuse. C'était ma cousine qui faisait la cuisine et on aidait beaucoup. C'était un phalanstère un peu. Oui, c'est ça. Oui. Non, c'était un endroit de rêve. Revenons à Frère Grégoire. Et Frère Grégoire, quand on tuait le porc à la ferme, il chantait ce qu'on doit chanter pour accueillir les morts là-haut. C'était très drôle. J'en parle très très mal parce que il vaudrait mieux que je lise. Oui, attends, mais ce qu'on peut quand même dire, c'est que pour qu'on en arrive au passage que tu vas lire, il s'en va, quoi. Ça a duré juste avant la guerre. En fait, ce frère Grégoire se réfugie, poursuivi par les Allemands un soir de beuverie, poursuivi par les Allemands qui occupaient le village. Il saute par-dessus le mur d'enceinte du monastère de Céphon. Il se casse la jambe, donc les bons frères, qui étaient quand même un peu protégés pendant la guerre, le recueillent, et du coup, il se fait moine. Voilà, et il va rester. Alors, il était ouvrier agricole avant, ouais, il reste très longtemps, et puis à un moment donné, en allant voter pour Pompidou, dans 69, 45, tu vois un peu le travail. Là, il s'égare, il s'égare, et c'est une région de canal. On est dans la partie est de l'Allier, du Bourbonnais, et tout près de la Loire, il y a le canal latéral à la Loire. Et dans le canal latéral, sur le canal latéral à la Loire, il y a une péniche que dirige de main de fer Muscade. Et son poivreau de Marie. Et son poivreau de Marie qu'elle assomme d'alcool. Et puis, elle se fait quelques extras. Et arrive le frère Grégoire, qui consomme pour la première fois. C'est pas... Mais je le relisais ce matin, je n'arrivais pas à lire tellement je rigolais. C'est écrit magnifiquement. Là, on est déjà plus loin, parce qu'ensuite, le frère Grégoire, il faut bien qu'il travaille. Et donc, il reprend son métier. Il se retrouve dans la ferme qui s'appelle à Champagne. Enfin, oui, mais pas dans le livre. Pas dans le livre. Les Baboulots. Ça s'appelle Les Baboulots, qui est dirigé par... comment il s'appelle, d'ailleurs? Je ne me souviens plus. Le père Peugeot. Et ils fondent une abbaye de Thélème. Je veux dire, c'est une vision. Ah oui, mais là, tu es déjà à la fin. Oui, mais pour que vous ayez le truc. Et c'est Rabelais, c'est une religion heureuse. Et d'ailleurs, quand ils discutent au début, il y a tout un passage sur le péché, la pêche, le péché, parce qu'ils pêchaient, à la mouche. Et donc voilà. Mais c'est un... Enfin, moi, j'adore ce bouquin. Donc on l'a pris. Et puis, ça se voit, ça s'entend. Et puis on a fait des commentaires. En veux-tu, en voilà, avec les amis d'Agathe, le député local qui était meilleur écrivain que député et qui a fait plein de choses, notamment sur la religion populaire, le saint lévrier, le saint pour saint. Et le saint pour saint, on en boit aussi. Et d'ailleurs, je crois que tu vas lire du saint pour saint. Je vais lire du saint pour saint. C'est le passage que tu avais choisi. Ah, tout à fait. Saint pour saint, vous savez, c'est une petite ville dans l'Allier. C'est un petit cru pas mauvais. Oui, c'était le vin des rois de France, dis donc. Oui, c'est ce qu'on dit. Il s'en vante, mais ce n'est pas forcément vrai. C'est le chapitre 5. Les courroies d'une musette et de 2 bidons de soldats croisés autour du torse, Grégoire enfourcha sa bicyclette et s'en alla dans le matin rose et bleu. Il avait hâte d'arriver auprès de la pierre qui danse. Dès qu'il y fut, il ouvrit la barrière, se précipita vers la pierre plate. Et plus il approchait de cette sainte table, plus il avait du chaud et du froid dans l'âme. Il distingua enfin, à la place exacte où il l'avait abandonnée la veille, la bouteille de saint pour saint. Elle était vide. Jésus était revenu, dans la nuit ou à l'aube, et en avait sifflé le contenu. « Seigneur » s'extasia 4 sous en s'agenouillant, « Seigneur ». Vous avez une sacrée descente. Il récita d'une voix forte un paternoster qui fit s'incliner les pâquerettes, douter Totonne le taureau de l'intangibilité des choses, sauter une carpe au-dessus des brumes de la rivière. « Miracle !» cria Grégoire avec orgueil. « Miracle !» « Prodige !» répéta l'écho qui avait mal compris. « Merveille !» croissa un vol de corbeaux qui partait au champ. « Épais sur la terre aux hommes de bonne volonté,
conclut dans les peupliers une brise qui n'avait pas un sens très évident de l'opportunité ni de l'actualité. Ces dévotions faites, Grégoire s'empara avec respect de la sainte bouteille, la pressa contre son cœur avant de la fourrer dans sa musette. Avant de revenir à son vélo, il regarda encore une fois la pierre, puis le ciel, auquel il adressa un clin d'œil complice. « J'espère, Seigneur, qu'il n'avait pas le goût de bouchon. » Ce fut en pédalant qu'il improvisa, l'Esprit Saint le visitant, le psaume qui fut recueilli plus tard sous le nom des litanies de Saint Pourçain. Saint Pourçain, Saint Pourçain, toi le plus grand des saints, divin coussin, pointe de saint, seul traversin du capucin, toi mocassin du fantassin, etc., etc. Lorsqu'il fut à Jaligny, il entra dans l'église, se dirigea sans hésiter vers le bénitier. Sortant de sa poche un tuyau de caoutchouc, il transvasa à l'aide de cette pipette toute l'eau bénite dans un de ses bidons. La petite lampe rouge papillota comme pour l'encourager. Ce pieux larcin effectué, Grégoire se rendit au café du marché pour se redonner du jarret. Il était ce café tenu par les sœurs Lagoutte, deux vieilles filles de 45 et 47 ans. La plus jeune, Emma, était atteinte d'un soupçon de claudication. Adelphine avouait un embryon de strabisme, une broutille. Les méchants prétendaient que la première louchait d'une jambe, que la seconde boitait d'un œil. Les bienveillants, Jean Grégoire, n'entrevoyaient aucune trace d'orthopédie dans la courbe de leur corsage, appréciaient le galbe façon lavandière de leur croupe. Les sœurs tricotaient côte à côte lorsque Grégoire s'assit à une table, commanda une chopine de blanc et 2 verres. Il les emplit à bord et trinqua. Emma et Adelphine sourirent. « Vous trinquez donc tout seul, 4 sous ?»« Je trinque pas tout seul, je trinque avec Dieu. » Le doigt au plafond, il cita les paroles divines. « Quand tu bois un canon, tu trinques avec moi. Il faut trinquer avec Jésus. » Emma l'approuva. « Vous avez bien raison. Ça fera toujours moins de potin que de trinquer avec vos copains Baboulot et Polonais, comme l'autre jour. » Elle était près de lui. Fort des autorisations célestes, Grégoire lui pinça le mollet. Emma ne broncha pas. Grégoire vida son verre, puis, avec recueillement, celui de Jésus. « Et comment qu'il le trouve, Jésus ?» plaisanta Adelphine. « Bien frais, dit 4 sous sentencieux. Quand il tenait le rôle du Christ, il s'astreignait, certes, à plus de gravité que dans celui de 4 sous. Ainsi, la main leste qui effleura la cuisse d'Adelphine n'était pas celle de Dieu. Les sœurs Lagoutte complimentèrent leur client pour ses belles manières. « On voit que vous réchappez pas d'une écurie, vous, Grégoire. Il n'y a pas à dire, mais à ces fonds, ils vous donnent de l'éducation. Des hommes comme vous, ça court pas les rues de Jaligny. Sauf votre respect, les jours de marché, ça nous faudrait des jupes et même des culottes en peau de hérisson. » « C'est ça, les païens, » affirma Grégoire en se levant. « Au revoir, et excusez-moi pour Baboulot et le Polonais, c'est des bons gars, mais qui marchent à côté de leur âme. » Ben ouais, c'est pas mal. Hein. Bon. Mais on s'est beaucoup amusé. Non, il y a eu un film aussi tiré de ce livre. Ah oui. Mais il y a eu beaucoup de films. Il y a eu presque plus d'un livre sur 2 de René Fallet. Oui. En donné lieu à. Oui, oui. Et quel est celui que tu préfères ? Dans ceux que je préfère, je pense qu'il y a Un idiot à Paris. C'est Michel Audiard qui avait fait l'adaptation avec René d'ailleurs. Et la mise en scène était de Serge Corbert, qui était un très bon metteur en scène, qui est mort il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Mais c'est un bon film, c'est peut-être le meilleur. Et puis, bien sûr, Paris au mois d'août, qui est un très très joli film, mais dans un autre registre, disons. Et dans la veine whisky, donc dans les histoires d'amour, on discutait tout à l'heure pour préparer ce petit entretien. Je me disais, le plus beau livre de Fallet est peut-être L'amour baroque. Ah, je pense, oui. C'est un grand livre, L'amour baroque. C'est vraiment un très grand livre. Enfin, je ne suis pas capable d'en parler. Et il y a il y a des livres poches qui ont été commandés par le libraire bien,
Mais c'est un univers incroyable et ça dit plein de choses, notamment sur la fin des campagnes. Enfin, moi, j'habite pas loin de chez Madame, qui habite dans des périodes, enfin, dans les régions les plus en voie de désertification de l'Allier, quand même, dans le coin. Ouais. C'est pas... Il y a une montagne qui s'appelle Saint-Léon, qui culmine à 257 mètres. Non oui. Ah oui, oui. Mais on a une belle vue. Hein. Ah oui, c'est beau. Ouais, c'est très beau, ça, Léon. C'est connu dans le monde entier, d'ailleurs. Mais je vais vous faire... Je m'avance peut-être un peu. Et il y avait... je vais vous lire ça. C'est là. Je vais vous lire le texte entier, parce que tu veux le lire, toi, sur le Bourbonnais? Ah oui. Il est magnifique, ce texte. C'est un beau texte. C'est celui dont je vous ai lu un extrait tout à l'heure, N'y venez pas. Le Bourbonnais est inconnu. En cyclisme, en football, il n'y a pas de Ligue du Bourbonnais. La province est rattachée à la Ligue d'Auvergne, où elle demeure incognito, pas vue, pas prise, pourrait de nos jours être sa superbe devise, alors qu'elle s'empare d'une autre, non moins digne, haleine, ce qui signifie ensemble. Le Bourbonnais est inconnu. La raison en est simple, à mon sens. On ne le connaît pas, on ne veut pas le connaître, parce qu'il n'est pas spectaculaire. Envoyer en août des cartes postales de Vaumas, de Couleuvre ou de Hérisson, on ne peut pas dire que ça jette du jus auprès des amis et connaissances. Ça manque de mer et de montagne. Ça ne paie pas le timbre, ça ne s'intropèse pas lourd. Ça ne fait pas vacances de cadres supérieurs, ni moyens, ni même d'ouvriers qualifiés. Bref, pour parler comme dans les vestiges du Paris inconnu des touristes, ça fait un brin ringard, un poil minablos, un chouïa fougneteux. Pas de sitôt qu'on ira y planter la caravane 6 places avec jardin incorporé. C'est sur la côte qu'elle ira, la caravane des fenouillards. N'importe quelle côte, pourvu qu'elle soit cotée à l'Argus du pot de yaourt mollement touillé par l'hydrocarbure irisé. Moralité, le Bourbonnais est, Dieu merci, 1000 fois merci, inconnu. Et ne réclame ni Stanley, ni Livingstone, ni Marinas, Mistuc, Mistaf sur les bords de l'Allier, ni d'enchanteur Merlin Aquitaine pour la forêt de Troncet. Il n'y a rien à voir au Bourbonnais, rien, et ça se sait. Personne ne vient, n'y venez pas. Il n'y a que la campagne, au mieux vallonnée comme une poitrine de lycéenne de Moulins, de la campagne avec des vaches dedans, et sauf votre respect, de la bouse. Et les Bourbonnichons, c'est leur nom, pas une gaillardise, parsèment leurs frais de taureaux de combat qui meuvent la mort sous la pluie. Parce que pour compléter le tableau, il pleut, presque autant qu'en Bretagne et que dans les Pyrénées. Parfaitement. Question gastronomie, c'est le vide. La potée bourbonnaise, la paella à la vichysoise, la choucroute montluçonnaise, ça n'existe pas. Il y a bien quelques foie gras, mais c'est à Saint-Thior qu'on les soigne. Pour l'œnologie, ce n'est pas mal non plus. À Saint-Léon, on produit un tutu redoutable qui vous transperce comme qui badine les toiles les mieux cirées. Mais Saint-Pourçain, me direz-vous, c'est un bon vin, Saint-Pourçain. Oui, et il fut même un temps celui des rois de France. Quelques rares vignerons ne livrent pas encore toute leur récolte à la cave coopérative, mais on ne vous donnera pas leur adresse. C'est comme ça, le Bourbonnais, il n'y a rien. Que de l'herbe à longueur de vue la plupart du temps. Il n'est bon bœuf que de chez nous. Oh, on a bien quelques châteaux du 15e, du 16e, on ne sait plus tellement ils sont vieux. Mais ce n'est pas des châteaux pour de vrai, on ne les visite pas. Figurez-vous qu'ils sont tous habités, ou presque. Alors, on ne peut pas prendre des photos dedans. Comment voulez-vous que dans ces conditions, ils intéressent le Parisien et le Japonais ? Dans mon bled, on n'en a jamais vu des Japonais. On sait qu'ils font des motos, c'est tout. Et que, quand ils ne sont pas à Tokyo, ils sont à Beaubourg. Ah, c'est pas drôle, le Bourbonnais. À part Hector Roland, le député de Moulins, il n'y a rien de pittoresque. Il faut dire qu'il l'était, lui. Hein. Mais on est bien comme ça, dans nos fermes et nos villages. On y boit le canon et la sieste a son nom régional, la première. Quand on se réveille, on dit aux vacanciers « Va voir au cirque de Gavarnie si j'y suis ». Même qu'on parle de fonder une société qui s'appellera « Laissez-nous vivre ». En attendant, on vit, à l'écart et à l'aine. Oui, là, il parle d'Hector Roland. La politique. Hector Roland, c'était un député maire
c'était le bon sens. C'était Dans les périodes Chirac les plus réactionnaires, il était mis en avant. C'était un produit d'appel. Il était hautement comique. Hein. Aujourd'hui, à la Chambre des députés, il faisait du succès. Oui. Hein. Qu'est-ce qu'il avait décidé d'inventer d'ailleurs? Non, il avait fait inaugurer une trémie par Chirac, qui était Premier ministre ou président, je ne sais plus. On a de la visite. Et donc, c'était. Et alors, il explique à Chirac oui, Jacques, c'est une trémie, c'est un souterrain qui passe sous terre. Alors, il y a Chirac qui dit c'est un pléonasme ton truc là. Il dit non, c'est une trémie. Et dans Canard enchaîné, dont René Fallet, entre parenthèses, a été le chroniqueur littéraire pendant des années, combien 4, 5, 6 ans? Oh oui. Au moins, c'est à l'époque où le Canard enchaîné ne payait pas d'ailleurs, parce qu'il ne se vendait pas. Il a commencé à se vendre vraiment sous De Gaulle. Oui. Ah oui, c'est avec l'arrivée de De Gaulle, ça a été les grands jours du Canard. Maintenant, ils sont un petit peu... Et Hector Roland, il y avait une rubrique pendant un temps, c'était Hector et à travers, évidemment. et René Fallet a fricoté en politique un petit peu quand même. Ah, il a soutenu évidemment la campagne de François Mitterrand, en espérant qu'il serait de gauche. Ça n'a pas été très concluant, mais enfin, il y a eu un petit effort. C'est la seule fois où j'ai vu René tomber à genoux, c'est le soir de l'élection de François Mitterrand. Il est tombé à genoux, il s'est mis à pleurer. C'est vrai? Ah oui. Ouais, ouais. Où c'était? Il était à Gévigny, là? Et après, hop, on a déchiré la carte du Parti socialiste. Après quelques mois. C'était à Paris. Non, c'était à Paris. Ah oui? Oui. La fois d'avant, c'est Giscard qui avait été élu contre et moi, j'avais mis, dans l'espoir que ce soit Mitterrand, j'avais mis une bouteille de champagne dans le congélateur. Et elle a explosé sous le coup de minuit. Je me suis réveillée en sursaut en disant « Et en plus, on est cambriolé ». Mais pas du tout. C'était la bouteille de champagne qui avait explosé.